C'est-à-dire que je suis né dans une famille, j'ai été élevé par ma mère, où personne ne nous connaissait. Même dans notre immeuble, on ne savait pas qui on était. Et j'ai compris assez rapidement que j'étais né sur une toute petite rivière, avec une petite canne à pêche, pour pêcher des tout petits poissons. Et je me suis dit, il faut vraiment que je m'en sorte là. Sinon, ça va être long. Donc, je rêvais pas d'être président de la République. Je rêvais d'avoir un destin, d'avoir une vie en grand. Et surtout, la seule chose qui me faisait peur, c'était de m'ennuyer. Et tout de suite, je me suis demandé, mais comment on peut faire pour sortir du cadre que je trouvais, moi, j'adorais ma mère, mais qui était tellement petit, tellement contraint. La première réunion politique auquel j'ai participé en 1974, ils m'ont même pas laissé entrer dans la salle. Il n'y avait plus de place. C'est vous dire que j'avais aucune relation, je connaissais même pas le gardien du parking. Et bon, assez rapidement, j'ai compris que si on voulait réussir quelque chose, il fallait d'abord compter sur soi. Et que c'était très dangereux d'écouter les gens qui vous aimaient. Parce que les gens qui vous aiment, ils veulent vous protéger. Donc pour eux, vous allez toujours trop vite, trop loin, prenez trop de risques. C'est le problème qu'on a avec les enfants. On veut toujours les protéger. Mais en les protégeant, on ne leur rend pas forcément service. Et à chaque fois que j'ai passé un grand, ma mère était terrorisée. Ah, maintenant, tu es content, Nicolas? Content de quoi? Mais tu vois. Je vois quoi? Mais tu es arrivé. Je dis, on n'est même pas monté dans le train. Bon, et seulement quand je suis rentré à l'Élysée, là, elle m'a dit, cette fois-ci, t'es tranquille? Non, je vais être président de l'Europe, et puis je vais être président du G20. Et voilà, donc, j'avais une force en moi, qui est peut-être la chose la plus importante dans la vie. Il vaut mieux naître dans une 2 chevaux d'occasion avec le réservoir plein que dans une Ferrari flambant neuve avec le réservoir vide. C'est l'énergie qui est à la base de tout. C'est la force qui est à la base de tout. Tout le reste, c'est de la blague. J'en connais des gens talentueux, beaucoup plus de talent que moi, qui sont restés sur le quai de la gare, à se regarder. Et donc oui, ça m'a pris tôt quand même. Doit-on, justement par rapport à cela, est-ce qu'il y a une limite à l'ambition? Non. Bon, vous savez, je pense que la vie, et ses surprises, bonnes ou mauvaises, s'occupera de rogner vos ambitions et celles de vos enfants. Ne les rognez pas vous-même. Il faut rêver en grand, pas en petit. Mais la seule chose qui compte, c'est d'être prêt à payer le prix de ses ambitions. Si vous avez de grandes ambitions, il faut payer fort. Si vous n'en avez pas, vous payez moins fort. Mais personne n'a le droit de vous limiter théoriquement vos rêves. Vous savez, les mêmes qui vous disent « c'est trop tôt », seront les premiers qui vous diront « c'est trop tard ». Non, il faut tout casser. Il faut aller au bout, et après, la vie vous donnera le résultat. Mais quand on s'engage, quand on travaille, on n'a pas tout, mais on a beaucoup. Et au fond, la vie, c'est rêver quand on est jeune et passer sa vie d'adulte à réaliser les rêves de jeune. Parce que si on continue à rêver, alors on aura du mal à les réaliser.
Et tout est possible. Et je suis la preuve vivante que tout est possible. J'ai pas fait l'ENA, je connaissais personne, et j'y suis arrivé. Et ça, c'est vraiment une question de détermination. On voit que... Alors, merci. Mais, pardon, vous êtes vraiment gentil, mais pour monter vos entreprises, c'est exactement la même chose. Tout le monde rêve d'avoir sa boîte, de monter son entreprise, de progresser. Tout le monde croit le vouloir. Mais il y a ceux qui le veulent vraiment. Et ceux qui le veulent vraiment, personne ne peut les arrêter. Et la difficulté de la vie, c'est qu'on confond souvent velléité et volonté. Et ça, c'est un grand problème. J'ai écrit des livres et parfois dans les dîners, je rencontrais quelqu'un me dire « Ah, vous savez, si j'avais le temps, je ferais comme vous un livre. » Imbécile. Il croit que c'est une question de temps. C'est comme... on me dit, moi j'ai pas le temps de faire du sport. Ça n'existe pas, ça. Si faire du sport c'est une priorité, vous faites du sport, point. Tout est une question de volonté. Et on habille la velléité derrière des prétextes. Mais face aux gens déterminés, il n'y a pas un mur qui empêche de réussir. C'est nous qui fixons nos propres frontières. Il y a 2 champions olympiques ici, ils savent parfaitement de quoi je parle. Il y a des chefs d'entreprise ici, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. La force de celui qui construit est plus grande que l'immensité du nombre de ceux qui veulent empêcher de construire. Bon, si vous voulez que je sois plus clair, la démocratie française, c'est un truc bizarre maintenant. Tout le monde peut dire non, personne ne peut dire oui. C'est la même chose. Et donc, c'est plutôt la politique qui m'a choisi, que moi qui ai choisi la politique. Moi, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime échanger, j'aime entraîner. Et sans doute que j'ai pensé à l'époque que c'était le seul endroit où on pouvait avoir une vie épique. Moi, j'aime Bonaparte au Pont d'Arcole. Parfois, on me dit, ça vous manque la politique? Non. Pourquoi? Parce que c'est plus de la politique. On doit commencer par expliquer pourquoi on a un vélo qui a 18 ans d'âge, quelles sont ses orientations sexuelles. Les vedettes, c'est devenu les journalistes. Moi, j'ai pas fait de la politique pour ça. J'ai fait de la politique pour aller vite, loin, pour entraîner une armée, vous voyez, pour qu'on rêve ensemble. Parce que j'aime mon pays et que j'avais une immense ambition pour lui. Je crois que la chose la plus bête qu'on ait dit sur la politique, c'est le président normal. Parce que, franchement, si vous voulez un boulot normal, faites pas président de la République. Si vous voulez mettre un casque sur une moto pour qu'on ne vous reconnaisse pas, faites sous-chef de service à la sécurité sociale. C'est adapté. Parce que pour moi, la politique, c'est en grand. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit la proximité. Oui, bien sûr, la proximité, moi, je ne me sens pas différent de vous. J'aime les mêmes choses. Mais quand on est un leader, un chef, on entraîne. L'une des premières réunions où j'ai participé, c'était à Saint-Étienne. À l'époque, le secrétaire général du mouvement gaulliste, c'était Alexandre Sanguinetti. Les mouvements gaullistes venaient d'être battus terriblement parce que Chaban avait fait 14%. Et Sanguinetti, qui était un grand orateur, qui avait perdu une jambe à la guerre d'ailleurs, dit au public, clairsemé, comme toujours dans les épreuves, le mouvement gaulliste, le chef du mouvement gaulliste se tourne
vers le peuple, pour l'écouter. Et là, il y a un grand type qui se lève dans la salle et qui dit « Oh malin, si on t'a mis où tu es sur la tribune, c'est pas pour qu'on fasse le boulot à ta place. » Moi, je pense qu'un chef, un leader, il se met à la tête des troupes. Et il fonce. Et il construit. Et il bâtit. Comme un chef d'entreprise. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté du leadership, c'est que le leader doit avoir raison avant les autres. Il doit accepter la solitude d'avoir raison avant les autres. Parce que si vous attendez que tout le monde ait la même idée que vous, votre entreprise, elle est foutue. Parce que la bonne décision, c'est la décision qui est prise au bon moment, pas en retard. Et le consensus, c'est la pire des escroqueries. Parce que si vous attendez le consensus pour prendre une décision, c'est trop tard. Et si tout le monde est d'accord avec ce que vous proposez, c'est suspect. Et si d'ailleurs vous avez que des amis et pas d'ennemis, c'est que vous n'avez pas d'amis. Bon, je pourrais continuer comme ça. Depuis mon plus jeune âge, j'avais comme une enclume en moi. Cette volonté de réussir absolument ça. C'était très lourd à porter. Et je ne sais pas d'où ça venait. Et là, je me suis dit, c'est fait. Est-ce qu'il y avait de la joie? Non. Parce que, à la minute où vous devenez président, ce qui tombe sur vos épaules fait que il n'y a pas le temps pour la joie. Ça s'enchaîne tellement vite. Et par ailleurs, je me souviens beaucoup plus des moments de défaite que des moments de succès. J'ai descendu les Champs-Élysées 15 jours après, il y avait peut-être 800 000 personnes. Il faisait beau. Et les gens étaient tous enthousiastes. Je m'en souviens assez peu. En revanche, la soirée de 2012, je me souviens de chaque seconde. Et vous savez, parce que l'échec vous apprend. Le succès vous apprend rien. Et c'est très difficile de comprendre ça, c'est que dans l'échec, les gens vous regardent vous. Dans le succès, les gens regardent la lumière, la chaleur, le soleil, pas vous. Et c'est pour ça que il faut accepter l'idée que le succès est aussi injuste que l'échec. Et que le succès, c'est un couple avec l'échec. Comme la vie fait couple avec la mort. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est les deux. Et le plus grand frein au succès, c'est de ne pas accepter l'échec. Et peut-être la chose la plus importante de dire à ses enfants, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Tout le monde sait gagner. Peu savent perdre. Et la force, elle est dans la capacité à savoir perdre, à l'accepter et à rebondir. Bon, moi j'ai eu des relations compliquées avec Chirac. Je l'ai adoré. Vraiment, on s'est battu fort. Hein. Je parle pas de Chirac malade, hein. Je parle de Chirac, l'acteur, là, en forme. Quand j'arrive à l'Élysée, Chirac est un peu perdu. Je vois bien que c'est la fin pour lui, qu'il est triste. Je le ramène à sa voiture. Je prends un long moment dans la passation. Et je vais même vous dire quelque chose. J'ai connu Chirac, j'avais 18 ans. Je l'ai vu des milliers de fois. Il m'a demandé des centaines de fois de le tutoyer. Je ne l'ai jamais tutoyé. J'arrive à l'Élysée pour prendre sa place. En bas de l'escalier qui monte au bureau du président, j'ai dit, tu te souviens, Jacques? Il me dit, ah, enfin tu me tutoies. J'ai dit, écoute-moi, je m'étais juré
que je te tutoierai le jour où je serai ton égal. Pas avant. Et je lui ai dit, tu te souviens, juillet 1975, on est en 2007. Il me dit, tu penses que je m'en souviens? C'est la première fois que j'ai rencontré. J'ai dit, tu vois Jacques, on s'est battu, mais moi je peux te dire une chose. Sans toi, je ne serais pas là. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. J'ai raccompagné à sa voiture, et personne ne le sait, mais dès le lendemain, je l'ai appelé pour le voir. Alors comparons. Quand le président normal vient me succéder, bon, j'ai pas besoin de poursuivre, mais j'ai rien oublié. Parce que savoir perdre, lever la tête dans la défaite, serrer les poings, repartir, c'est ça la vie. Et c'est ça la force. Tout le reste, c'est rien. Et ça, je l'ai profondément moi. Et je vous le dis, on parle des succès que j'ai eus, mais j'ai beaucoup perdu. Mais jamais j'ai baissé la tête. Et toujours je suis reparti. Et la force, elle est là. Et c'est pareil pour un chef d'entreprise. C'est pareil pour quelqu'un qui a un projet dans sa vie. La vie, la mort. Succès, échec. Ça, c'est important à comprendre. C'est une différence que j'ai avec le président Macron, que je connais, avec qui je parle. Moi, je réfléchis tout le temps. Je me prépare. Non, je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas. Non, mais... je veux dire, la grande différence qu'on a, sans doute, c'est que moi, je pense que la séduction est la conséquence de la conviction. Elle ne doit pas en être le préalable. Bon, pour faire plus clair, je veux davantage convaincre que séduire. Et ça induit beaucoup de choses derrière. Parce que si vous voulez séduire tout le monde, vous séduisez personne. Et souvent, on a dit que j'étais conflictuel. Ah oui, c'est tellement facile. Non, je ne suis pas de gauche. J'ai jamais été de gauche. Même jeune, je croyais qu'ils étaient snobs. Déjà, ça, c'est conflictuel. Et je préfère convaincre, quitte à ce que certaines personnes soient en opposition. Parce que je m'inscris en faux sur l'idée que la démocratie, c'est l'unanimité. La démocratie, c'est une majorité en opposition. Et il faut l'accepter. C'est Churchill qui disait, si vous voulez être aimé, élevez un chien. Faites pas de politique. On est aimé quand on fait de la politique. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Et ça, c'est très important de se le mettre dans la tête. Comme vous, les chefs d'entreprise, vous avez des concurrents. Vous avez des adversaires. Vous avez des oppositions. Il faut l'accepter. Parce que, à chercher l'unanimisme, on perd l'identité. Et la France a besoin d'être l'idée, au sens de leader, qui est un objectif, et qu'on mette les moyens pour atteindre cet objectif. Il y a trop de brouillard. Il faut être clair. Alors, parfois, j'ai été trop clair, mais il faut être clair. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Si tu veux rien, fais pas président de la République. Il y a d'autres métiers pour ça. Moi, vous savez, je n'aime pas qu'on me materne. Je fais 1 heure de jogging par jour depuis l'affaire HB, depuis 1993.
Et y compris président, je continue à faire 1 heure de sport par jour. Donc, la première année de mon mandat, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Alors je sais que maintenant, avec les écolos, là, vraiment ça c'est dur. Pour moi c'est vraiment dur. On va faire 2 voyages en avion dans sa vie. Alors que la pulsion de découverte, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc non, je faisais j'aimais ce que je faisais. Et franchement, ça m'a jamais posé de problème d'organisation. Vous êtes débordé si vous acceptez d'être débordé. Et non, de ce côté-là, je ne suis pas sorti exténué de 4 ans au ministère de l'Intérieur, 1 an au ministère des Finances, 5 ans à l'Élysée. Vous savez, il y a des gens qui naissent fatigués. J'en connais. Bon, c'est pas fatigant de vivre votre passion. Qu'est-ce qui est fatigant dans la vie? S'ennuyer. Quand on s'ennuie, on a le temps d'être fatigué. Quand on est passionné. C'est une notion qui n'existe pas. De surcroît, quand vous êtes président de la République, c'est merveilleux, car les gens n'osent plus vous inviter à dîner. Donc comme ça, vous économisez un temps infini. Au lieu d'aller faire des mondanités qui n'ont aucun intérêt, vous restez tranquillement chez vous. Le soir, vous regardez un film avec Carla, on discute. Oh non, j'étais très tranquille. Merci pour... Peut-être 80 discussions avec Vladimir Poutine. Et je ne comprends pas comment la patrie de Balzac peut être en guerre avec la patrie de Tolstoï. J'ai eu des discussions très dures avec Vladimir Poutine. Mais j'ai pu régler avec lui en 10 jours la question géorgienne. Et jamais j'aurais laissé l'affaire ukrainienne, russo-ukrainienne dériver comme cela. Qui est une guerre familiale. Kiev était la capitale de la Russie avant Moscou. Il y a une 40aine de millions d'habitants en Ukraine, dont 13 millions sont russophones. C'est complexe. Il ne faut pas accepter ce qu'a fait Poutine. Mais laisser courir le risque de guerre sans que personne ne prenne le risque de la paix, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'on peut discuter avec Poutine. Vous savez, quand il a eu la mauvaise idée de rentrer en Géorgie, c'était en août 2008, je suis parti à Moscou, d'ailleurs contre l'avis de tous les diplomates. Et les diplomates. Voilà un métier que j'aurais pas pu faire. Un truc où on fait semblant que les choses avancent alors qu'elles reculent. J'arrive à Moscou, il y a des centaines de journalistes, et Dimitri Medvedev, qui était le président, me dit « Vladimir Poutine veut être là, est-ce que tu l'acceptes ?» Ah oui, je savais bien que c'était le patron. Donc on se met dans une salle, Poutine, Medvedev et moi. Et Poutine sortait de chez le dentiste. Et il me dit « Je suis de très mauvaise humeur, j'ai mal aux dents. » Bon, pas de chance. Et pendant le premier quart d'heure, il éructe contre Saakashvili, qui était le président de la Géorgie. On avait enlevé nos vestes parce qu'il faisait chaud. Et au bout d'un quart d'heure, à l'entendre parler, j'en ai eu marre, je me suis levé, j'ai pris ma veste. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je m'en vais. » Parce que je ne suis pas venu en plein mois d'août pour t'entendre dire ça. Et je vais dire à la presse du monde entier que je m'en vais. Non, mais reste. Je reste, c'est du calme. On reprend la discussion, ça a duré 7 heures.
ma femme m'appelle et je vois sur mon portable Carla. Je décroche sans lui parler puisque j'avais Poutine et Medvedev en face. Et j'attends la suspension de séance. Au bout de 3 heures, on a pris un quart d'heure pour prendre un café. Bref, j'appelle Carla, j'entends sa voix blanche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? Je parle avec Poutine et Medvedev. Mais j'ai entendu au téléphone, tu lui hurles dessus. Je dis non, c'est franc. On se parle franchement. À 11h du soir, j'ai eu un accord et je suis parti tout de suite à Tbilissi. Dans la nuit, on est arrivé vers 2h du matin. Les chars russes étaient à 25 km. Donc on peut avoir un accord avec eux. Mais vous, quand vous avez des ennuis avec votre femme ou votre mari, vous ne les traitez pas au téléphone. Au téléphone, on bavarde. On ne règle pas les problèmes. Pour régler les problèmes, il faut discuter, face to face. Et je regrette que personne ne prenne le risque de la paix. Et c'est d'ailleurs pareil entre Israël et les Palestiniens. À un moment, il faut que ça s'arrête. La guerre n'est jamais une solution. Jamais. Et nous, les Français, qui avons appris à vivre avec les Allemands, nous sommes l'exemple à suivre. Car de Louis XIV à 1945, les Allemands nous ont fait la guerre tous les 30 ans. On dit qu'il y a eu 2 guerres mondiales, c'est faux, il y en a eu 3. 1871, c'est une guerre mondiale. Et les Français n'aiment pas les Allemands. Moi, j'ai vécu avec mon grand-père, je sais très bien ce qu'il disait. Et je suis pas sûr que les Allemands respectent beaucoup les Français. Et c'est pour ça que je n'ai jamais dit de mal d'Angela Merkel. Parce qu'on peut avoir des disputes avec les Italiens, ça n'a aucune importance. On est les mêmes. Avec les Allemands, non. Mais les génies qui ont fait la réconciliation franco-allemande doivent servir d'exemple pour la réconciliation entre les Palestiniens et les Israéliens ou entre les Ukrainiens et les Russes. La guerre n'est jamais une solution. Jamais. À un moment donné, il faut bien parler. C'est ce que je pense. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui rentrent le soir chez eux? Chérie, j'ai une surprise pour toi. Je t'emmène en week-end. Francfort. C'est pas gagné. Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards de gens sur la planète qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'histoire du suaire de Turin, c'est extraordinaire aussi. Non,
gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. Très bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que je peux vous garder 10 petites secondes? Je vais demander à Pierre de me rejoindre sur scène. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et c'est très curieux, je m'en lasse pas du tout. Bon, en tout cas, c'était, je sais pas vous, mais moi j'ai passé un moment fantastique, assez inattendu.